Le 31 décembre 2000, le couple français composé de Julien Dubois, ingénieur informatique de 30 ans de Marseille, et sa fiancée Claire Moreau, architecte de 27 ans originaire d'Aix-en-Provence, disparut sans laisser de traces lors d'une célébration du réveillon dans un domaine viticole aux environs de Châteauneuf-du-Pape, en Provence, devenant l'une des affaires de personnes disparues les plus déroutantes et troublantes de l'histoire des festivités françaises de fin d'année. Julien et Claire, connus pour leurs relations amoureuses exemplaires et leur carrière professionnelle prometteuse, étaient arrivés le 30 décembre au domaine rural, les Vignes d'Or, appartenant à la famille Bertrand, pour participer à une célébration intime du passage à l'an 2001 avec environ 35 invités, incluant des amis proches, des collègues universitaires et des membres de la famille qui avaient prévu d'accueillir le nouveau millénaire dans un environnement détendu et festif, entouré par les paysages pittoresques de la Provence. Le couple avait été vu pour la dernière fois vers 23h45, le 31 décembre, participant activement à la célébration, dansant, trinquant au champagne et exprimant leur enthousiasme pour leur projet de mariage, prévu pour septembre 2001, selon les témoignages de multiples témoins, qui les décrivirent comme particulièrement heureux et animés pendant toute la soirée. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. La propriété, les Vignes d'Or, située dans une zone vallonnée à 12 km de Châteauneuf-du-Pape, était un domaine viticole traditionnel provençal que la famille Bertrand possédait depuis 3 générations et utilisait régulièrement pour des réunions familiales et des célébrations spéciales. La célébration de cette nuit-là s'était déroulée normalement, avec de la musique live, un dîner-buffet mettant en vedette des spécialités régionales, des feux d'artifice à minuit, et une atmosphère festive qui continua jusqu'à environ 3h30 le 1er janvier 2001, moment où les invités commencèrent à se retirer dans leurs chambres assignées ou à se préparer pour rentrer chez eux. Quand les hôtes, Pierre et Marguerite Bertrand, effectuèrent un décompte des invités le matin du 1er janvier pour organiser le brunch du jour de l'an, ils découvrirent que Julien et Claire ne se trouvaient pas dans leur chambre assignée. Leurs affaires personnelles avaient été laissées intactes, mais ils avaient complètement disparu sans informer personne de leur départ ou de leur destination. 5 ans plus tard, en 2005, la découverte accidentelle de preuves conservées dans une citerne souterraine de la propriété révélerait une vérité glaçante qui changerait à jamais la compréhension de leur disparition et exposerait un réseau de crimes qui avait opéré sous la façade de célébrations familiales respectables pendant des années. L'enquête initiale dirigée par le commissaire principal Jean-Luc Rousseau de la police judiciaire du Vaucluse devint une opération de recherche complexe impliquant plusieurs agences de maintien de l'ordre, des équipes spécialisées de recherche et sauvetage et des entretiens approfondis avec la communauté provençale qui connaissait à la fois le couple disparu et la famille Bertrand. La recherche révéla les complexités inhérentes à l'investigation d'une disparition dans une propriété rurale, privée, où les caméras de sécurité étaient limitées. Les témoins potentiels étaient principalement des invités d'une célébration qui avait consommé de l'alcool, et la coopération variait significativement selon les relations personnelles et la confiance envers les autorités locales. Les enquêteurs menèrent des entretiens exhaustifs avec tous les invités présents à la célébration, incluant les membres des familles des deux côtés, les amis universitaires de Julien et Claire, les collègues professionnels et le personnel de service engagé pour l'occasion, mais leurs témoignages furent systématiquement similaires. Le couple avait été présent et actif pendant toute la célébration jusqu'à environ minuit, après quoi personne ne se souvenait spécifiquement de les avoir vus. L'analyse des finances personnelles de Julien et Claire ne révéla aucune dette significative, problème économique ou transaction inhabituelle qui pourrait suggérer une motivation pour disparaître volontairement. Et les entretiens avec leurs familles et amis confirmèrent qu'ils avaient été enthousiastes concernant leur projet de mariage et n'avaient exprimé aucune préoccupation ou conflit qui pourrait expliquer un départ soudain. L'investigation s'étendit pour inclure la possibilité d'enlèvement ou d'activité criminelle, avec une attention particulière à l'emplacement relativement isolé de la propriété,
et à la présence d'invités qui n'étaient pas intimement connus par les hôtes, mais les vérifications d'antécédents de tous les présents ne révélèrent aucun historique criminel significatif ou comportement suspect documenté. Les équipes de recherche utilisèrent des chiens pisteurs pour examiner minutieusement les 150 hectares de la propriété et les zones environnantes de garrigues provençales, tandis que des plongeurs spécialisés inspectèrent un bassin artificiel situé à 500 mètres de la maison principale. Mais aucune preuve physique de Julien et Claire ou de leurs affaires personnelles ne fut trouvée. Les autorités enquêtèrent également sur la possibilité que le couple ait été victime d'un accident, considérant que la région montagneuse contenait plusieurs ravins profonds, des puits abandonnés et un terrain accidenté où ils auraient pu tomber accidentellement pendant la nuit. Mais des recherches exhaustives avec un équipement spécialisé ne produisirent aucun résultat. À mesure que les semaines se transformaient en mois sans progrès significatif, l'investigation commença à considérer des scénarios plus inhabituels, incluant la possibilité de trafic humain, de réseaux criminels organisés, ou même l'implication de quelqu'un présent à la célébration qui aurait eu un accès privilégié et la connaissance des routines du couple. L'affaire attira une attention médiatique nationale considérable, avec des chaînes comme France 2 et TF1 publiant des reportages réguliers sur le progrès de l'investigation et les familles de Julien et Claire organisant des conférences de presse publiques pour maintenir l'affaire dans la conscience nationale. Mais malgré de multiples pistes et théories, aucune ne conduisit à des avancées concrètes dans la résolution de leur disparition. Les 5 années qui suivirent la disparition de Julien et Claire furent marquées par les efforts infatigables de leur famille pour maintenir vivante la recherche et l'espoir, tout en faisant face à la dévastation émotionnelle et financière que leur absence avait apportée à leur vie. Les parents de Julien, l'ingénieur Marcel Dubois et la professeure Françoise Laurent, devinrent des défenseurs infatigables des droits des victimes de disparition, organisant des marches mensuelles de Châteauneuf-du-Pape au bureau de la préfecture, distribuant des tracts avec les photographies du couple et pressant constamment les autorités pour qu'elles maintiennent l'investigation active. Les parents de Claire, l'architecte Henri Moreau et l'institutrice Sylvie Delacroix, utilisèrent leurs économies familiales pour embaucher des détectives privés spécialisés dans les cas de personnes disparues, incluant des experts en analyse médico-légale et des examinateurs de scènes de crime qui passèrent méticuleusement en revue la propriété Les Vignes d'Or en utilisant des technologies plus avancées que celles disponibles pendant l'investigation initiale. Pendant cette période, les deux familles reçurent des dizaines de fausses pistes et de rapports d'observation de Julien et Claire dans diverses villes françaises, de Toulouse à Lille, chacun étant exhaustivement investigué par les détectives privés pour ne résulter qu'en identifications erronées ou rapports délibérément faux. La propriété Les Vignes d'Or connut une baisse significative de son utilisation pour des événements sociaux après la disparition, avec de nombreuses connaissances de la famille Bertrand évitant l'endroit à cause de la publicité négative et des spéculations sur la sécurité de la propriété, résultant en ce que la famille considère vendre la propriété qui avait été dans leur famille pendant des générations. La communauté provençale fut divisée en opinions sur ce qui était arrivé au couple, avec certains résidents spéculant qu'ils avaient fui volontairement pour commencer une nouvelle vie en secret, tandis que d'autres suspectaient une activité criminelle ou même une conspiration impliquant des individus proéminents de la communauté locale. Les médias revisitèrent l'affaire annuellement à l'anniversaire de la disparition, interviewant les familles et actualisant le public sur tout nouveau développement. Mais le manque de preuves concrètes rendait ces histoires de plus en plus répétitives et spéculatives. Les autorités reclassèrent officiellement l'affaire comme « mort présumée » après 3 ans, ce qui permit aux familles de commencer à traiter quelques affaires légales liées aux propriétés et assurances vie de Julien et Claire. Mais les deux familles refusèrent d'accepter cette désignation et continuèrent d'insister que leurs enfants étaient vivants quelque part et rentreraient éventuellement à la maison. Pendant ce temps, des enquêteurs amateurs et des passionnés de mystères non résolus commencèrent à examiner l'affaire, créant des forums en ligne et des théories élaborées sur ce qui aurait pu arriver, certaines impliquant des conspirations élaborées allant de sectes sataniques
à des expériences de trafic d'organes. Alors que 2005 approchait, les deux familles avaient commencé à perdre espoir de trouver des réponses, avec plusieurs proches suggérant qu'il était peut-être temps de laisser reposer Julien et Claire, et de se concentrer sur l'honoration de leur mémoire. Mais tant Marcel Dubois qu'Henri Moreau restèrent inflexibles dans leur détermination à ne jamais abandonner la recherche de la vérité sur le sort de leurs enfants. Le 14 juillet 2005, 5 ans après la disparition de Julien et Claire, une découverte accidentelle et macabre changea complètement le cours de l'investigation quand des techniciens spécialisés en système d'eau arrivèrent aux Vignes d'Or pour effectuer une maintenance d'urgence sur le système d'approvisionnement en eau qui avait connu des problèmes de pression et de contamination pendant les semaines précédentes. Les techniciens, l'ingénieur hydraulique François Lapierre et son équipe de 3 assistants de l'entreprise Système hydraulique de Provence avaient été embauchés par la famille Bertrand pour diagnostiquer et résoudre les problèmes persistants avec la citerne principale qui alimentait toute la propriété et avait commencé à produire de l'eau avec des odeurs et goûts étranges qui faisaient suspecter une contamination bactérienne. Quand les techniciens commencèrent à vider la citerne souterraine de 30 000 litres pour accéder au système de filtration et de pompage interne, Lapierre remarqua quelque chose d'inhabituel au fond de la structure qui ne correspondait pas aux sédiments normaux ou équipements connus qui devraient être présents dans une citerne d'eau potable. En réduisant le niveau d'eau suffisamment pour illuminer le fond avec des lampes de poche haute puissance, Lapierre fut horrifié de distinguer ce qui semblait être des restes humains partiellement décomposés et conservés par les conditions anaérobies de la citerne scellée, incluant des vêtements qui correspondaient aux descriptions de ce que Julien et Claire avaient emporté la nuit de leur disparition. Les techniciens arrêtèrent immédiatement le travail de vidange et contactèrent à la fois la famille Bertrand et les autorités locales, transformant ce qui avait commencé comme un simple appel de service de maintenance en la réouverture du cas de disparition le plus notoire de la région. Les enquêteurs médico-légaux qui arrivèrent sur la scène confirmèrent que les restes appartenaient à un jeune homme et une jeune femme qui avaient été dans la citerne pendant approximativement 5 ans, avec des preuves initiales suggérant qu'il s'agissait de Julien Dubois et Claire Moreau, basées sur les caractéristiques physiques, les dossiers dentaires et les vêtements qui correspondaient aux descriptions de la nuit de leur disparition. La découverte ne fournit pas seulement des réponses sur le sort du couple, mais souleva également des questions profondément troublantes sur comment ils avaient fini dans cet endroit, qui avait été responsable de les y placer, et pourquoi personne n'avait remarqué des preuves de leur présence pendant les 5 années que la citerne avait été en opération régulière, fournissant de l'eau à la propriété. La famille Bertrand exprima choc et horreur en apprenant la découverte, insistant qu'ils n'avaient aucune connaissance de la présence des restes et coopérant complètement avec l'investigation renouvelée. Mais la révélation souleva également de sérieux doutes sur la sécurité et la supervision de la propriété qu'ils avaient opérée pendant des années, sans réaliser qu'ils utilisaient de l'eau contaminée avec des preuves d'un crime double. L'analyse médico-légale des restes trouvés dans la citerne, menée par le docteur Isabelle Fontaine, pathologiste médico-légal principal de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, confirma définitivement qu'il s'agissait de Julien Dubois et Claire Moreau, et révéla des preuves cruciales sur les circonstances de leur mort, qui transformeraient l'affaire d'une disparition mystérieuse en une investigation de double homicide complexe. La préservation partielle des restes, due aux conditions anaérobies et chimiques de la citerne, permit aux experts médico-légaux de réaliser des autopsies détaillées qui révélèrent que Julien et Claire étaient tous deux morts d'un traumatisme contondant sévère à la tête, cohérent avec avoir été frappés répétitivement avec des objets lourds, et qu'il y avait des preuves de lutte suggérant que tous deux avaient tenté de se défendre avant leur mort. Plus troublant encore, l'analyse des matériaux trouvés avec les restes, incluant des fragments de cordes, du ruban adhésif industriel et des objets métalliques, indiquait que les deux victimes avaient été attachées et possiblement torturées avant d'être assassinées, suggérant que le crime avait été commis par de multiples auteurs avec une connaissance spécifique de la propriété et un accès prolongé à la citerne. La position des restes dans la citerne,
soigneusement placés avec des objets lourds pour s'assurer qu'ils couleraient et resteraient au fond, indiquaient que ceux qui avaient dissimulé les corps avaient de l'expérience dans la disposition de preuves ou avaient méticuleusement planifié la dissimulation pour éviter la détection pendant l'usage normal de la citerne. L'examen de preuves supplémentaires trouvées avec les restes incluait les bijoux caractéristiques que les deux victimes avaient portés pendant la célébration du réveillon, incluant la bague de fiançailles de Claire et la montre de Julien, confirmant qu'ils avaient été tués pendant qu'ils portaient encore leurs vêtements de célébration. Les enquêteurs découvrirent également que la citerne avait connu des problèmes techniques, commençant approximativement une semaine après la disparition du couple, avec des registres de maintenance montrant de multiples appels de service pendant les 5 années suivantes, liés à la qualité de l'eau. Mais les techniciens précédents avaient été informés par la gestion de la propriété de ne performer que des réparations superficielles, sans complètement vider la citerne. Cette preuve suggérait que quelqu'un avait délibérément interféré avec le système d'eau pour prévenir le type de maintenance profonde qui mènerait éventuellement à la découverte des restes, indiquant une conspiration continue pour dissimuler le crime sur une période prolongée. L'analyse toxicologique d'échantillons de tissus conservés révéla la présence de sédatifs puissants chez les deux victimes, suggérant qu'ils avaient été drogués pendant la célébration avant d'être emmenés au lieu de leur mort, mais indiquant également qu'ils avaient été conscients pendant au moins une partie de leur épreuve finale. La présence de matériel génétique sous les ongles des deux victimes fournit des preuves ADN qui seraient cruciales pour identifier leurs assassins, tandis que l'analyse de fibres de vêtements trouvées sur la scène suggérait que les agresseurs avaient porté des vêtements spécifiques qui pourraient être tracés jusqu'à des invités spécifiques de la célébration du réveillon. Les enquêteurs médico-légaux déterminèrent également que le processus de transport et de dissimulation des corps dans la citerne avait nécessité un temps, des efforts et une connaissance considérable de l'infrastructure de la propriété, suggérant que les crimes n'avaient pas été des actes impulsifs, mais des événements soigneusement planifiés exécutés par des individus familiarisés avec la disposition des vignes d'or. L'investigation criminelle renouvelée qui suivit la découverte médico-légale des restes de Julien et Claire déclencha une opération intensive qui exposa un réseau complexe de corruption, de violence et d'activités criminelles qui avaient opéré sous la surface de la vie sociale apparemment respectable de la Provence pendant des années. L'analyse ADN des preuves récupérées sous les ongles des deux victimes produisit des correspondances avec 3 individus qui avaient été présents à la célébration du réveillon. Nicolas Bertrand, le fils de 36 ans des propriétaires de la propriété qui travaillait comme promoteur immobilier, son associé commercial Sébastien Duval, âgé de 33 ans, et le cousin de la famille Antoine Girard, âgé de 29 ans, qui avait des antécédents de violences domestiques. Confrontés aux preuves médico-légales, les 3 hommes nièrent initialement toute implication dans les morts de Julien et Claire. Mais après des interrogatoires intensifs séparés, Nicolas Bertrand confessa finalement non seulement les meurtres, mais révéla également un modèle troublant d'activités criminelles, auxquelles il avait été impliqué avec ses complices pendant des années. Bertrand admit que lui et ses partenaires avaient opéré un schéma d'extorsion, ciblant de jeunes professionnels prospères, qui assistaient à des événements sociaux dans des propriétés rurales d'élite, utilisant des informations obtenues pendant les célébrations pour identifier des victimes potentielles avec des ressources financières significatives et des vulnérabilités qui pourraient être exploitées. Le soir du réveillon de l'an 2000, selon la confession de Bertrand, Julien et Claire avaient été sélectionnés comme cibles après que des conversations pendant la célébration révélèrent des détails sur leur carrière réussie, propriété familiale et comptes bancaires substantiels qui en faisaient des victimes idéales pour l'enlèvement et l'extorsion. Le plan initial avait été de droguer le couple pour les incapaciter, les transporter vers un lieu sûr hors de la propriété et les retenir captifs tout en exigeant des rançons à leur famille. Mais quand Julien avait retrouvé conscience prématurément et avait commencé à résister, la situation avait escaladé vers la violence. La confrontation avait résulté en la mort accidentelle de Julien pendant la lutte, et les conspirateurs avaient décidé d'assassiner également Claire pour éliminer les témoins, utilisant des objets contondants trouvés sur la propriété
pour les battre fatalement avant de disposer des corps dans la citerne. L'investigation révéla également que Nicolas Bertrand n'avait pas agi seul dans la planification, avec des preuves indiquant que son père Pierre Bertrand avait eu connaissance des activités criminelles de son fils et avait activement aidé à dissimuler les preuves pour protéger à la fois la réputation familiale et leurs intérêts immobiliers dans la région. Les registres financiers examinés pendant l'investigation montrèrent que Pierre Bertrand avait payé pour de multiples réparations du système d'eau pendant les 5 années suivantes, mais avait spécifiquement informé les techniciens d'éviter la vidange complète de la citerne, suggérant qu'il savait ce qu'il trouverait s'il performait une maintenance exhaustive. Plus troublante encore, l'investigation découvrit que Julien et Claire n'avaient pas été les seules victimes du réseau criminel, avec des preuves connectant les conspirateurs à au moins 2 autres cas de personnes disparues dans des propriétés rurales de la région pendant les années précédentes, bien que ces cas n'avaient jamais été connectés à cause du manque de preuves physiques et de la distribution géographique des crimes. Les conséquences légales et sociales de l'affaire de Julien Dubois et Claire Moreau s'étendirent bien au-delà des accusations criminelles contre les auteurs directs, déclenchant des réformes significatives dans les réglementations de sécurité pour les événements privés, les protocoles d'investigation de personnes disparues et les protections pour les invités dans les propriétés rurales privées à travers la France. Nicolas Bertrand fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour double meurtre avec préméditation, enlèvement et association de malfaiteurs, tandis que Sébastien Duval et Antoine Girard reçurent des sentences de 45 et 35 ans, respectivement pour meurtre, enlèvement et dissimulation de preuves. Pierre Bertrand fut condamné à 20 ans pour complicité après les faits, obstruction à la justice et opération d'une propriété d'une manière qui facilitait les activités criminelles. L'affaire inspira la création de la loi Julien et Claire, législation nationale exigeant que toutes les propriétés rurales utilisées pour des événements sociaux avec plus de 30 invités implémentent des protocoles de sécurité spécifiques, incluant des systèmes d'enregistrement d'invités, des caméras de sécurité dans les zones communes et des vérifications d'antécédents pour le personnel de service et les membres de la famille impliqués dans l'organisation d'événements. Les autorités françaises établirent également le protocole Dubois-Moreau pour les investigations de personnes disparues sur des propriétés privées, exigeant l'inspection médico-légale complète d'infrastructures comme les citernes, puits et espaces souterrains, quand des individus disparaissent dans des circonstances suspectes pendant des événements sociaux. Les familles de Julien et Claire utilisèrent les règlements légaux de l'affaire pour établir la Fondation Julien et Claire pour la sécurité des événements sociaux, qui fournit de l'éducation sur la reconnaissance des risques lors d'événements privés, des services de soutien légal pour les familles de victimes de violences dans des contextes sociaux, et des programmes de formation pour les organisateurs d'événements sur la prévention de situations risquées. La propriété Les Vignes d'Or fut définitivement fermée pour les événements sociaux après la révélation, avec la propriété étant vendue par la famille Bertrand et convertie en centre de réhabilitation pour traumatisme, offrant des services spécialisés pour les familles affectées par la violence et les disparitions. L'histoire de Julien et Claire devint une étude de cas utilisée dans les écoles de criminologie, les programmes de travail social et les cours de gestion hôtelière à travers la France, enseignant l'importance de créer des protocoles de sécurité dans les événements privés et les conséquences dévastatrices quand la confiance sociale est abusée à des fins criminelles. Les organisations de tourisme rural adoptèrent l'affaire comme symbole du besoin de protection plus grande pour les invités dans les propriétés privées, spécialement pendant les événements où l'alcool et les célébrations peuvent créer des vulnérabilités que les criminels peuvent exploiter. L'investigation mena également à des réformes dans les protocoles de maintenance des systèmes d'eau dans les propriétés rurales, avec de nouvelles réglementations exigeant que toute maintenance de citernes et systèmes souterrains soit réalisée par des techniciens certifiés indépendants, avec une formation spécifique en identification de preuves potentielles d'activités criminelles. Une décennie après la découverte qui avait finalement fourni justice pour Julien Dubois et Claire Moreau, l'impact de leur affaire continuait d'influencer les politiques de sécurité sociale et les opérations d'application de la loi à travers la France,
tandis que leur mémoire servait de rappel puissant de l'importance de maintenir la vigilance même dans les environnements sociaux apparemment les plus sûrs et dignes de confiance. La Fondation Julien et Claire avait grandi pour devenir une organisation nationale opérant des programmes d'éducation sur la sécurité des événements sociaux dans 18 départements français, ayant fourni de la formation à plus de 45 000 organisateurs d'événements sur la reconnaissance de signaux de danger, les protocoles de vérification d'invités et les ressources légales disponibles quand une activité criminelle est suspectée dans des contextes sociaux. Les avancées technologiques inspirées par l'affaire avaient résulté dans le développement de systèmes de surveillance améliorés pour les propriétés rurales, incluant des caméras de sécurité avec capacité de transmission à distance, des systèmes de communication d'urgence permettant aux invités de contacter discrètement les autorités, et des protocoles de suivi qui alertaient les membres de la famille quand les invités ne revenaient pas selon les horaires établis. La loi Julien et Claire avait été adoptée par tous les départements français et avait inspiré une législation similaire dans d'autres pays européens, établissant des standards internationaux pour la protection des invités lors d'événements privés et dans les propriétés rurales. Les parents de Julien et Claire, maintenant dans leurs 70 ans, avaient trouvé un but en continuant le travail de justice sociale, avec Marcel Dubois devenant consultant spécialisé en sécurité pour les événements privés, et Henri Moreau, travaillant comme conseiller pour les familles de victimes de violences dans des contextes sociaux. L'affaire avait inspiré de multiples documentaires, livres et programmes télévisés qui éduquèrent le public sur les risques cachés qui peuvent exister même dans des environnements sociaux apparemment sûrs, et sur l'importance de la communication familiale et des protocoles de sécurité personnelle pendant les événements privés. L'investigation médico-légale de l'affaire avait également mené au développement de nouvelles techniques pour l'examen d'infrastructures souterraines dans les propriétés privées, avec des protocoles spécialisés pour inspecter les citernes, puits et espaces cachés qui pourraient être utilisés pour dissimuler des preuves de crime. Les améliorations dans les procédures d'investigation de personnes disparues implémentées après l'affaire avaient résulté en la résolution plus rapide d'affaires similaires, avec de multiples investigations en France et dans d'autres pays utilisant le protocole Dubois-Moreau pour découvrir des preuves qui avaient été cachées dans l'infrastructure de propriété privée. Le mémorial établi sur le site où les corps furent trouvés était devenu un lieu de réflexion pour les défenseurs de sécurité sociale et les familles de victimes de violences, servant de rappel que la vigilance constante et la vérification de sécurité sont nécessaires même dans les contextes sociaux apparemment les plus dignes de confiance. 15 ans après que la vérité sur le sort de Julien Dubois et Claire Moreau fut finalement révélée, leur nom était devenu synonyme de la lutte pour la sécurité des événements sociaux et la protection des invités vulnérables, inspirant une génération d'activistes, de législateurs et de professionnels de la sécurité dédiés à prévenir des tragédies similaires. Leurs noms apparaissent sur la législation de protection sociale dans de multiples pays européens, sur des systèmes de sécurité implémentés dans des milliers de propriétés rurales et centres d'événements, et dans des programmes de formation qui ont éduqué des centaines de milliers d'organisateurs d'événements sur la reconnaissance des risques et les protocoles de protection des invités. La Fondation Julien et Claire avait évolué vers une organisation internationale avec un budget annuel de plus de 25 millions d'euros, finançant la recherche sur la violence dans des contextes sociaux, fournissant des services légaux gratuits pour les familles de victimes de crimes lors d'événements privés, et plaidant pour des politiques gouvernementales qui renforcèrent les protections pour les invités dans les propriétés privées. Marcel Dubois et Henri Moreau, maintenant reconnus internationalement comme experts en sécurité sociale, avaient trouvé que transformer leur douleur en action positive avait fourni à la fois guérison et but dans les décennies depuis la perte de leurs enfants, devenant des figures respectées dans le mouvement des droits des victimes. Le protocole Dubois-Moreau avait été adopté par des agences d'application de la loi dans de multiples pays, faisant face à des défis similaires dans l'investigation de disparitions liées aux événements sociaux, avec des variations de la procédure étant implémentées en Belgique, en Suisse et plusieurs pays européens avec des populations significatives de tourisme rural. L'histoire avait inspiré des changements fondamentaux
dans la façon dont les propriétés rurales et les organisateurs d'événements abordaient la sécurité des invités, avec de nombreuses entreprises implémentant volontairement des standards plus stricts que ceux requis par la loi, incluant des vérifications d'antécédents plus rigoureuses pour le personnel, des systèmes de supervision améliorés et des programmes de formation extensifs sur la prévention de la violence et la reconnaissance de situations à risque. Les techniques médico-légales développées pendant l'investigation de l'affaire avaient trouvé des applications plus larges dans les investigations criminelles, étant utilisées par des départements de police du monde entier pour examiner les infrastructures souterraines et les espaces cachés dans des affaires de personnes disparues et d'homicides. Les programmes éducatifs inspirés par l'affaire avaient atteint des millions de personnes en Europe, fournissant des informations vitales sur comment reconnaître des situations dangereuses lors d'événements sociaux, communiquer des plans de sécurité avec les membres de la famille et accéder aux ressources d'urgence quand ils se sentent menacés dans des contextes sociaux. Les réformes dans les réglementations d'infrastructures de propriété rurale, inspirées par l'affaire, avaient mené à de meilleurs standards d'inspection et de maintenance, avec des exigences que toute infrastructure souterraine soit régulièrement inspectée par des techniciens certifiés indépendants qui reçoivent une formation spécifique sur l'identification de preuves potentielles d'activités criminelles. Aujourd'hui, plus de 2 décennies après que Julien Dubois et Claire Moreau aient commencé leur dernière célébration du Réveillon aux Vignes d'Or, leur héritage vit dans chaque protocole de sécurité qui protège un invité vulnérable, chaque système de vérification qui identifie des risques potentiels lors d'événements privés, et chaque investigation qui utilise des techniques médico-légales avancées pour découvrir des vérités cachées dans des affaires de personnes disparues. Les technologies avancées inspirées par leur affaire ont évolué vers des systèmes de surveillance intelligents qui peuvent détecter des patterns de comportement suspects lors d'événements sociaux, des protocoles de communication d'urgence qui connectent instantanément les invités avec des ressources d'aide et des techniques d'investigation médico-légale qui peuvent découvrir des preuves cachées dans l'infrastructure la plus complexe et inattendue de propriété privée. L'industrie française des événements sociaux et du tourisme rural, autrefois vulnérable à l'exploitation criminelle due au manque de réglementation et de supervision, opère maintenant sous certains des protocoles de protection d'invités les plus complets du monde, avec des systèmes de vérification et de supervision qui ont été développés spécifiquement pour prévenir le type de victimisation que Julien et Claire ont expérimenté. Les familles Dubois et Moreau, bien que marquées à jamais par la perte dévastatrice de leurs enfants, avaient trouvé un but et une guérison à travers leur travail infatigable pour protéger d'autres invités, transformant leur tragédie personnelle en une force puissante pour le changement social positif qui a impacté les vies de millions de personnes. Le protocole Dubois-Moreau a été adopté par des pays du monde entier, faisant face à des défis similaires dans la protection d'invités vulnérables, créant un réseau international de sauvegarde qui aurait été impensable quand Julien et Claire assistèrent à la célébration qui coûta ultimately leur vie. Leurs photographies, prises pendant des jours plus heureux quand ils souriaient brillamment en planifiant leur mariage futur, sont exposées dans le mémorial comme rappel qu'ils étaient des personnes réelles avec des rêves, des espoirs et des familles qui les aimaient, pas simplement des statistiques de violence sociale, mais des individus dont les vies avaient un sens profond et dont les morts ont inspiré des changements fondamentaux qui ont bénéficié à d'innombrables autres invités. L'histoire de Julien et Claire continue d'être racontée dans les salles de classe, les centres de formation d'événements et les programmes d'éducation publique qui enseignent aux nouvelles générations l'importance de maintenir des protocoles de sécurité lors d'événements sociaux, de vérifier la sécurité des organisateurs et propriétés, et de maintenir une vigilance constante, même dans les environnements apparemment les plus dignes de confiance. Les systèmes qui protègent maintenant les invités lors d'événements privés sont si avancés que beaucoup de participants ne réalisent jamais les multiples couches de sécurité opérant autour d'eux. Des systèmes de surveillance au protocole de vérification qui assurent que chaque invité rentre à la maison en sécurité. Chaque personne qui rentre à la maison saine et sauve après un événement social porte avec elle un peu de l'héritage de Julien Dubois et Claire Moreau,
et chaque cas d'activité criminelle lors d'événements qui est détecté et prévenu appropriément accomplit la promesse implicite que leur sacrifice n'était pas en vain. Leur histoire démontre que même les tragédies les plus sombres peuvent être transformées en force pour le bien quand l'amour, la détermination et l'engagement envers la justice se combinent pour créer des changements durables qui protègent les membres les plus vulnérables de notre société, assurant que Julien et Claire soient rappelés non seulement pour comment ils sont morts, mais pour les innombrables vies que leur mort a ultimately aidé à sauver et protéger.